Je vous remercie à nouveau d'être présente. Je vais commencer avec des petites annonces. D'abord, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rivka. Alors, Rivka, Maïdir, je te souhaite bon anniversaire. Parce que le travail n'existe pas sans l'amitié et la tendresse et l'intelligence. Alors, merci à nouveau. Merci à tous les amis présents, Nourit Aviv, qui est à côté de Rivka, qu'on va voir quelques images qu'elle a tournées. Laurent Trouchot qui cache derrière la machine. Marie-Josée Sanselme, qui écrit avec moi tous les scénarios de Kippour. Alors, merci. Et je vais aussi faire une annonce parce que j'ai décidé de partager certaines sciences avec des grands savants. Alors, il y a Alain Schnapp présent ici, on va parler de mythologie et cinéma, dans un des sciences qui vont suivre. Il y a Jean-Michel Frodon qui va parler avec moi sur Kippour, le 6 novembre. Il y a Sylvie Lindeperg qui va parler de questions d'histoire et cinéma. Et j'espère de convaincre ma fille Keren Gitaï de parler de questions de langage, comme on va parler de Tzili de Aaron Appelfeld. Mais celui-là, c'est en train d'être négocié avec Keren. Alors, on verra. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous ennuyer trop avec la parole, parce que vous savez, le grand dilemme des cinéastes, c'est qu'on peut parler de travail créatif, mais il y a aussi le film. Les écrivains, ils ont de grands avantages parce qu'ils peuvent nous lire un texte. Et les grands scientifiques, ils peuvent parler des formules, ils peuvent articuler des questions d'équations, de recherche scientifique avec des diapos montrés sur l'écran. Mais nous, les cinéastes, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus que le cinéma que j'ai expliqué l'autre jour que j'ai fait, pour aller contre le système médiatique, il a besoin de time, de rhythm, d'élargir les blocs temporels. Alors, il ne peut pas être réduit à un petit extrait, monté à la Speedy Gonzales, mais il faut du temps. Parce que la démarche artistique, il est pour humaniser l'autre. Et pour humaniser l'autre, il faut qu'il y ait les contradictions. Il ne faut pas faire de cinéma lisse et indoctrinaire. Il faut accueillir des contradictions. Et cette démarche-là, il a besoin de temps. Parce qu'on a besoin d'installer l'espace, le rythme, les discours, les paroles, les musiques, les sonorités, etc. Alors aujourd'hui, pour ne pas rester très strict avec les choses qui étaient annoncées, c'est toujours mon démarche. D'ailleurs, dans les scénarios que j'ai fait, on va parler un autre jour de fiction, on fait toujours une simulation, c'est-à-dire pour moi, l'écriture de scénarios, elle est une... Bonjour Christian. J'espère que monsieur l'administrateur, que je n'heurte pas l'académisme pur avec ce type de discours. Bon. Alors, où j'étais? Scénario, voilà, merci. Alors, pour parler de scénario, pour moi, si je peux prendre le parabole d'architecture, c'est une sorte d'échafaudage, c'est-à-dire une sorte de croquis, c'est-à-dire le scénario, il doit toujours simuler d'un moyen qui n'est pas très cher que le papier, l'idée de film, mais il ne doit pas être exécuté. Et j'insiste sur le mot exécuté dans son mauvais
signification. C'est-à-dire le cinéma qu'il fait strictement d'exécution, qu'on voit beaucoup malheureusement, qu'il prend le texte ou le concept dans le cinéma documentaire, qu'il exécute le concept, il est limité. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est effectivement, comme j'ai dit l'autre jour, c'est des démarches d'interprétation. C'est-à-dire, on a une idée. Mais l'idée, c'est le début des démarches. Je dois citer à nouveau notre Jeanne Moreau, qui était la star de l'autre jour, qu'elle m'a dit, comme elle a accepté de travailler avec moi, elle m'a dit, Amos, si je fais un film, c'est parce que j'ai envie de savoir et de reconnaître quelque chose que je ne connais pas encore. C'est-à-dire le placement des questions dans l'espace, elle provoque la pensée. Ce n'est pas, le geste définitif. Et Jeanne Moreau, d'ailleurs, dans toutes les démarches qu'on a fait, comme on a travaillé sur le spectacle à Avignon autour des textes de Flavio Joseph, la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, son petit appartement à côté de salle Pliel était plein de bouquins d'antisémitisme, l'Empire romain, le début des démarches anti-juifs. Il était envie de savoir, c'est-à-dire le projet, il est toujours un prétexte de savoir plus. Et aussi les caméras, cette fétiche qu'on a parlé l'autre jour, il nous donne le prétexte d'être présente. C'est-à-dire, si je n'avais pas les caméras, je n'avais pas le moyen d'aller avec Yitzhak Rabin dans son avion, comme il a négocié avec les Palestiniens. J'ai voyagé avec lui à Washington et au Caire. Et c'est strictement ce petit fétiche, ce petit objet qu'il m'a donné, disons, la légitimation d'être présente. Et dans les temps modernes, cette caméra qu'on a parlé d'autre jour, elle peut bouger des choses, etc. D'ailleurs, avant-hier, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rivka, mais avant-hier, c'était le jour sur le calendrier hébraïque d'assassinat de Yitzhak Rabin. Et ça va être un sujet de sciences qu'on va parler à un autre moment, au mois de décembre. Et ça a évoqué toujours des questions extrêmement intéressantes sur les présences du passé dans le présent. C'est-à-dire comment un événement d'assassinat qui était il y a 23 ans, presque jour par jour, implique le contemporain, comment il change le contemporain, comment le Premier ministre actuel, il tremble, c'est le seul jour qu'il est un peu intimidé par cet événement brutal. Alors, comme on est en train de voir, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail, j'ai essayé de compléter certaines choses, mais c'est des séries de touches. Aujourd'hui, je vais parler de deux projets documentaires. Un qui était une trilogie que j'ai fait autour du film House, et un autre, c'est que j'espère qu'on va arriver, qui parle de Ananas. Alors, l'idée des deux projets documentaires, c'est que cette maison, qu'on va voir tout à l'heure d'extrait, c'est une maison qui appartenait jusqu'en 1948 aux familles palestiniennes, des médecins palestiniens, des gynécologues palestiniens, Mahmoud Dajani. Après le massacre de Dir Yassin dans la guerre de 1948, les familles Dajani partirent de la maison. Le gouvernement israélien plaçait des juifs immigrants de Colombie-Charles, d'Algérie. Et plus tard, après une autre guerre, la guerre de 1967, Jérusalem. Après, je vais remplacer les tous par des sonorités de pierre. Alors, les familles des Juifs de Colombie-Charles, après la guerre de 1967, étaient remplacées par les frontières à bouger après la guerre, et Jérusalem était unifiée. Et cette maison-là, qui se trouvait dans une zone un peu périphériale
de Jérusalem. Maintenant, il était le cœur de Jérusalem, dans un endroit que peut-être un parti de vous a visité, qui s'appelle the German Colony, et à côté de Talbiya. D'ailleurs, Talbiya, c'était les résidences de grandes familles palestiniennes, surtout les écrivains de textes d'orientalisme, que j'imagine que le Collège de France était évoqué, ce texte. Alors, cette maison-là, je rappelle, appartenait à une famille d'Adjani, une famille palestinienne. À partir de 1948, ils sont partis. Il y avait des familles Touboul de Colombichard, que le gouvernement israélien l'a placé dans cette maison. Et à partir de 1967, un professeur très connu d'économie en Israël a réussi de changer la place pour la famille Touboul, la mettre dans HLM à Katamon, dans les périphéries de Jérusalem. Et lui, il a décidé de transformer cette maison en une villa. La maison d'origine était un étage, et maintenant il est une villa de 3 étages. Mais pour faire ce travail, il a besoin d'amener des pierres, des carrières de pierres à côté de Yatta, dans le sud de Cisjordanie, et les ouvriers palestiniens des camps de réfugiés autour de Hébron. Alors vous voyez, à la fois, il y a cette maison-là qui est un film documentaire, moi je n'ai rien écrit, c'est des séries de fragments de biographie. Il est une sorte de parabole, une sorte de microcosme, une sorte de métaphore de Jérusalem même, avec son histoire, avec son couche archéologique humaine, avec des séries d'histoires. Et moi, j'ai décidé, c'est presque 40 ans, de commencer de faire les recherches et de faire les films. C'est l'époque que, comme on a parlé d'autres jours, j'ai fini mon doctorat d'architecture à Berkeley. J'ai décidé de ne pas suivre le parcours académique, mais de rentrer en Israël. D'ailleurs, Alain, est-ce que je cache toujours le micro? Aujourd'hui, c'est mieux. Merci. Alors, j'ai décidé de quitter Berkeley et de revenir en Israël, un pays qui me touche, que j'ai envie de parler de son destin. Alors, pour faire rivalité avec les tous, je vais vous montrer, pour un petit mémoire, les petits segments que j'ai montrés l'autre jour. الله خليكم بالتلفزيون اللي بلون تبقوا شخصي. يا رب تسرب بس. اخي ليش هيك جاي؟ انتوا عالي اضربوا عليه.
Bon, alors, le film commence avec cette carrière de pierre, parce qu'on voit d'abord les éléments qui sont canalisés vers cette maison. Alors, il y a la carrière de pierre, après, il y a des scènes avec l'ouvrier que je ne peux pas vous montrer parce que malheureusement, on est limité dans le temps, d'ouvriers qui arrivent à la maison. Et après, il y a une petite séquence que je vous montre tout à l'heure dans laquelle on va parler avec un des héros de cette maison, qui est le tailleur de pierre. כשהוצאנו את המכרז הזה בין קבלנים, באו שניים ואמרו לנו, תראו, בואו נהרוס את כל הבית ונבנה אותו מחדש כפי שהוא היה. אבל זה אסור לפי החוק. ולכן לא הייתה לנו ברירה ובונים את זה בדרך הזאת. ممكن نتعرف عليك؟ اهلا وسهلا. الاسم منين؟ حد الاسم لا وحد البلد لا. ايه؟ طيب بتشتغل هون دقيق ولا دقيق زي ما انت شايف. كيف تشتغل يومية ولا بالمتر؟ يومية. كيف تعلمت صنع الدقيق؟ كيف؟ والله تعلمناها هذه على زمان الأردن، مش من اليوم. مش من اليوم. لا. فزمان لك بتشتغل في المنطقة هون؟ شيء حوالي شهرين. كيف الشغل مع أصحابك هون؟ مثل مين أصحاب يعني؟ العرب ولا اليهود؟ لا طبعا العرب اللي بيشتغلوا معك احنا بنقصد، مش المقصد من اليهود اللي احنا اللي كم سنة لك تشتغل دقيق؟ في 25 سنة. 25 سنة كثير كويس. شيء يعني 20. طبعا بدك كل الصور. צריך להבין שבינינו ובין הגדה, אנחנו ברית אזור מכס מושלם, מערכת אחת. לכן אחת התוצאות הייתה שכשאתה מסבסד מזון בסיסי, כשאתה מסבסד למשל בסדר גודל עצום את הגדה, אבל לא רק את הגדה, הם עובדים במערכת הייצור שלהם, הם מוכרים לירדן מוצרים. ואני לא מדבר בצורה הפשטני, הטיעון הפשטני שמבריחים לחם לירדן. אבל זה הולך דרך בשר, דרך מערכת שלמה. לכן חלק ניכר מאוד מהסבסוד הזה של מוצרים בסיסיים הוא בכלל לא יועד למטרות שהמדיניות רצתה להשיג אותם. אבל נאמר, אם אנחנו ניקח את הדוגמה של הבניין הזה, אז יש כוח עבודה שעובד בתוך ישראל, בונה במקרה הזה את הבית שלך, אז הוא לא בונה את הגדה, הוא בונה שטחים בתוך ישראל. אבל תזכור... אתה מציע לא לסבסד אותם בגלל שהם גרים בגדה. לא, אבל תראה, אבל יש הבדלי, הכוח עבודה הזה בדרך הזאת, האם הוא, הנה, הוא עובד עכשיו אחרי הסובסידיות. מה יהיה השכר שישלמו לו? הייתי אומר שהשכר שישלמו לו ייקבע בשתי דרכים. אחת, מה השכר האלטרנטיבי בארץ? והסיבה שהם באים לעבוד פה, ברור שבינתיים יש להם שכר גבוה יותר מאשר באלטרנטיבה שלהם. נכון, יש להם אלטרנטיבה אחרת, וזה דרך אגב משפיע מאוד מאוד על רמת השכר בבנייה בארץ. האלטרנטיבה ללכת לעבוד בירדן או להרחיק לכת לעבוד במפרץ הפרסי, וזה אחד הדברים שמשפיעים בחוק. C'est une façon de couper les paroles par des choses qui coupent les pierres, c'est pas mal. Alors, vous avez vu les deux protagonistes, l'économiste qui vient d'acheter la maison, qu'il veut transformer, qui nous fait un grand discours sur l'économie de marché, style Milton Friedman, et l'ouvrier avec son discours. Mais le film va éviter des voix off. C'est des séries de fragments, de juxtapositions de fragments. De chacun, on lui donne son espace d'exposer son point de vue, qui va nous raconter cette maison, mais aussi ce conflit, comme une sorte de microcosme
à la fois la maison qui est construite et en même temps le conflit est construit. C'est surtout le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, que j'ai évoqué rapidement l'autre jour, c'est que je trouve que dans les phases de l'humanité qu'on est aujourd'hui, le grand phénomène, c'est le displacement, le déplacement des gens, la fragmentation de leur histoire, le fait qu'il n'y a plus de tribus aurées, de happy tribes, qu'il y a des gens qui étaient déplacés par la guerre, par être réfugiés, par immigration, par l'urbanisme des grandes villes qui sont obligés de partir vers les grandes métropoles. Et ça, c'est vraiment le grand phénomène aujourd'hui qu'on va traiter. Je vais vous montrer aussi dans Ananas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne reste pas strictement dans le Moyen-Orient. Alors, comme j'ai fini, et je fais un petit... Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler plutôt cinéma que politique, mais on ne peut pas sans politique, parce que c'est des films qui touchent, comme tout le travail que j'ai fait, une sorte de nerf exposé. Et comme on touche un nerf exposé, ça fait mal, ça pose des questions. Et c'est ça la démarche. Ce n'est pas pour mettre des touches de crème, de kitsch, mais plutôt poser des questions. C'est-à-dire que la question essentielle des conflits israélo-palestiniens, qui est pour moi le centre des conflits existentiels d'Israël, c'est la question d'attachement des Palestiniens à leur terre. Alors on peut dire qu'on va ignorer, qu'on ne va pas accepter les lois de retour des Palestiniens, qu'on va essayer de prétendre que ça n'existe pas, mais ça, c'est des bombes en retardement, parce qu'elle existe, cette question existe, et elle va exister, parce qu'il y a des millions de Palestiniens dans les camps de réfugiés. Et si nous, les Israéliens, on ne va pas réussir de confronter cette question, ça va passer mal. Et c'est même plus compliqué, la question de Jérusalem, la question des frontières, la question de démilitarisation, c'est la question de base. Parce que le conflit israélo-palestinien, il n'est pas comme le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe, qui était dans ma guerre, la guerre de Kippour, entre l'armée de la Syrie et l'armée israélienne, et les armées arabes, ils ont eu des gadgets de guerre, des avions, des chars, des bombes, Israël aussi. Tant pis pour eux, ils sont perdus, etc. Mais le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit dans lequel c'est aussi la terre des Palestiniens, c'est aussi leur maison, c'est leur patrie. Et la confusion et ces deux conflits prolongent les conflits du Moyen-Orient. Il faut mettre à part les deux conflits. Et même le conflit israélo-iranien, etc., c'est d'autres histoires. Mais le conflit israélo-palestinien, c'est le centre explosif de ce conflit qui consomme la plus grande quantité de médias, je reviens à mon discipline, de la planète. Des fois, je crois qu'il y a des gens dans notre pays, en Afrique, en Asie, ils ont besoin qu'on parle de leur destin. Mais non, les médias mondiaux veulent parler de cette feuilleton de conflit israélo-palestinien, malgré qu'en termes de taille, ce n'est pas le plus grand conflit de la planète. Mais c'est le conflit qui, comme il touche beaucoup de couches d'histoire, de mémoire aussi du XXe siècle, aussi le destin des Juifs dans le XXe siècle, etc., il touche et il évoque beaucoup de questions secondaires qui ne sont pas attachées en direct à ce conflit. Et je reviens à nouveau au cinéma. Alors, comment le cinéma, il peut nous parler de ce conflit avec un respect aux uns et aux autres, pour exposer les questions brûlantes qui ont besoin de notre attention de ce conflit, qui est quand même un conflit central des rapports entre l'Occident et l'Orient, entre le monde chrétiano-juif, judéo-chrétien et le monde de l'islam. Tout ça, et ce conflit-là, comme le territoire même d'Israël, qui réunit géographiquement dans la géopolitique entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire elle est située d'une façon sensible de la planète, ce conflit il est quand même un centre d'intérêt mondial.
Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, des petits cinéastes qui tournent une petite maison à Jérusalem? Alors, j'ai lancé les recherches de cette maison, comme j'ai rentré de Berkeley. D'ailleurs, dans l'origine, mon idée n'était pas encore de faire un film sur la maison, mais faire une histoire des machines dans l'usine, dans laquelle les gens d'origine différente ils sont liés, c'est-à-dire l'aspect des routines de ce travail des machines peut lier les séries de biographies des juifs, des arabes, des séfarades, d'ashkénazes, religieux, laïcs, etc. Mais comme j'ai approché à ce sujet, j'ai dit quand même, je suis formé comme architecte, j'ai tapé 9 ans d'école académique. Alors, c'est un peu légitime que j'étais invité quand même, malgré tout. Et je vais parler d'une maison. Comme je l'ai dit, l'idée, j'ai été aidé par un rechercheur, Marius Schattner, qui était un Français qui vivait à Jérusalem. Je lui ai demandé de faire le repérage de cette maison. Et on a trouvé plusieurs maisons. Et il faut toujours un peu de chance aussi. Ce n'est pas strictement l'intellect, ou les idées, ou les volontés. Et on a tombé sur une maison qui avait toute cette contradiction dans la même maison. Et ça, c'est vraiment un coup de chance. Et aussi, pas seulement ça, mais tous les interlocuteurs étaient de très bon niveau. C'est des gens qui arrivaient d'articuler leur histoire d'une façon très convaincante. Et maintenant, je vais vous montrer un extrait, encore des films que j'ai fait il y a 40 ans, des tailleurs de pierre, une interview qui était faite en arabe. Et Laurent, tu peux monter un peu le son encore. On lance cet extrait. Alors, c'est le tailleur de pierre de cette maison. انت مستحي في حالك كيف مبين يعني؟ لا انا مش مستحي في حالي، انا بفتخر في نفسي اللي باكل انا خبزي من عرق جبيني يعني. يا كان ليه لا بتكلم بسرق، صوركش؟ لا بسرق ولا بروح اني اغتال واحد مشان اكل خبزتي. انا باكل خبزي بعرق جبيني، انا بفتخر فيه. ليه كان بتطلب مني انه ما صوركش؟ بس مش حلوه قدام الناس. انه مبين في وعي شغل يعني؟ معنا. طيب شو فيها؟ هاي شرف انك تكون في وعي انا زي. مليح هذا اللي بيفهم شرف، بس اللي بيفهمش بيقولوا هذا نوري. مين اللي بيفهمش؟ في ناس تفهمش. منين حضرتك انت؟ انا ولجي. ولجي؟ اي نعم. يعني؟ من المحتلين بلدنا احتلوها اليهود من 48. وين؟ ولاجي وهالحين في الولجة شديدة، احنا بنينا قرية شديدة. وين؟ على حسابنا. برضه هالحين بيقولوا لها الولجة شديدة يعني جنب الجالة. وفي الأول وين كنت في أي بلد؟ وين ولجة كانت في الأول؟ الولجة كانت جنب التير قضاء القدس. واحتلوها سنة 48. أخذوها سنة 48 وظل لنا شوية أرض منها احنا. وسكننا فيها بعد ال50 يعني. والبيت تبعك الأولاني اتهد؟ 100% هدوا بالجرافات أخرى، هذا من شان أخرى يحطوا إن ضغينة كبيرة في قلوبنا. أنت يعني ضاغن لسه؟ 100% أنا لما يروح بيتي ويروح أخوي ويروح ابني معلومة أن في عنده ضغينة. هي لازم تعرف. تكرهون يعني؟ مثل ما بكرهوني بكرههم. أنا هذا بحكي لك الصحيح. شو بتسوي أنت هون؟ إحنا بنشتغل مجبورين، إحنا هالحين كأسرة في إسرائيل مجبورين نكسب عيشنا بالشغل تبعنا. تعرف لمين عمك تبني أنت؟ لمين بعرف ابني؟ بعرف أصل البيت عربي. لمين؟ لا واحد من عيلة الدجاني. شو رايك انت هسه تبني بيت الدجاني ثاني مره لواحد ثاني؟ والله مما يحز في نفسي، مما يعني يؤلم قلبي. تعرف ايش عن الحاره هاي انت؟ عن والله انا ما بعرفهاش يعني قبل 48 انا ما بكيتش يعني افهم شو المنطقه. بكينا الطريق تبعنا تيجي على القدس العتيقه عن بيت صفافه وعلى حطة البابور وبس. حكوا لك ايش انت عن هاي الحاره؟ والله حكوا لي ان سكانها عرب كانوا، بعدين هالحين صار سكان يهود. اي ساعه كل يوم بتقوم على الشغل انت؟ والله انا بالنسبه لي الاسبوع هذا لان في عندنا شغل يعني مضطرين اليه وبدنا نعكد. بمسك الشغل الساعه 6 الصبح وبخلص الشغل الساعه 10 في الليل. قديش بتاخذ مصاري؟ في اليوم انا باخذ لكل 8 ساعات 55 ليره، يعني 550 ليره. بعدين الساعه الاوفر تايم بشتغلها كل ساعه بساعه ونص. عشان نفهم الكاميرا. بدي ارجع للموضوع الثاني. تفضل. انت بتقول لي انك زي ما بتكرههم بيكرهوك. نعم. هاي كلمه صعبه شوي. صحيح صعبه، ولكن الانسان لما يسوي فيك شيء صعب انك تنساه. شايف كيف؟
مش إحنا مش المسيح لما قال اضرب على الأيمن بدير لك الأيسر. إحنا الدين تبعنا بقول العين بالعين والسن بالسن. شايف كيف؟ ولما انهم انا بشوف الدار تبعي لما هم هدوها ولما جابوا البلدوزر وضيعوا الحجار تبعها والبلد تبعي يعني فيش واحد بيعرفها هالحين، معلوم بتكون انا حاكت. وبتبني البيت من اول وجديد. ما هذا بنبني بيت من اول من جديد على انقاذ البيت العربي. على انقاذ البيت العربي. وبرضه بنعاود نقول 36 حكومة عربية ما قدرت على إسرائيل، إحنا في الكلام ما بنقدر على إسرائيل. يعني الكلام بطير الهواء. أكثر من هيك بقدرش أقول لك. لأن الأبو تبعنا واحد وزي ما بدأ أبونا بده يمشي اثنين. غير هيك ما فيش. Alors, ça demande à réfléchir. Et c'est pour ça que je dis en ouverture d'aujourd'hui que je suis seulement cinéaste, alors il faut montrer des extraits longs, et pas seulement la parole de savant et quelqu'un. Parce que on peut analyser ensemble qu'est-ce qu'il dit l'ouvrier, le tailleur de pierre. Et pourquoi, comme j'ai fini le film, et je répète, il n'y a aucune voix off, c'est-à-dire je n'essayais pas d'indoctriner la parole, mais j'ai mis un à côté des autres. Et le directeur général de la télé israélienne, qui était nommé par le gouvernement de Begin, parce que souvent mon biographie correspond grosso modo aux grandes échelles de grands événements de l'histoire d'Israël, la guerre de Kippour, mais aussi ce film-là, qui est le premier grand film que j'ai fait, House, correspond aux premières fois qu'il y avait passage de pouvoir. Les travaillistes ont perdu le pouvoir en 1977. La droite de Likoud a pris le pouvoir et ils ont nommé une nouvelle directeur général de la télé en Israël. Le projet commençait encore sur les derniers jours des travaillistes, mais comme lui, il a vu les nouvelles personnes qui s'appelait Tommy Lapid, qui était le dirigeant général, il m'a demandé tout de suite de couper certains extraits dans lesquels il y a celui-là que vous venez de voir. Et moi, j'étais devant un dilemme, est-ce que j'accepte d'autocensurer mon film? Et comme j'ai dit l'autre jour, devenir architecte, et dire, bon, j'ai fait un film, c'est pas grave, maintenant je suis architecte, ou de lutter pour le film. J'ai appris le deuxième, comme il dit le bel poème, I took the road less traveled by. Voilà. Comment on peut traduire en français? Voilà, j'ai pris le chemin le moins fréquenté, qui m'a mis en collision directe avec tout l'establishment de mon cher compatriote, qui était pénible, qui n'était pas facile. Mais ça va être un sujet de science la semaine prochaine que je vais expliquer pourquoi ce n'est pas moi que j'ai politisé mes films, mais c'est mes films qui m'ont politisé. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut, comme on fait un film, il faut être ouvert, il faut accueillir tous les discours, il faut aimer les contradictions, il ne faut pas indoctriner. Je sais que je parle mal d'un collègue, mais il ne faut pas aller à Michael Moore. Il ne faut pas avoir une idée fixe et mâcher les choses d'une façon démagogique, même pour les bonnes idées, mais il faut montrer les choses. Mais comme ce film-là, qu'il n'y a aucune voix off, montre les choses comme ils sont, on parle de 1980, il y a encore les naïvetés israéliens qui croient que s'ils ne parlent pas de mémoire palestinienne, ça ne va pas exister. Mais il faut parler de mémoire. Je dis l'autre fois que la mémoire, c'est un agent très fort de changement. Il faut parler de mémoire.
comme je parlais l'autre jour de Picasso, Guernica, et que l'Espagne veut virer Franco de son mausolée. C'est-à-dire, c'est le mémoire, c'est le travail de mémoire, ce n'est pas un travail politique direct. Alors, le nouvel directeur général de la télé israélienne demande à bloquer le film et de couper ce discours que vous venez de voir. Moi, je refuse et commence mon premier baptême comme cinéaste, parce qu'il faut rester avec certains discours si on croit qu'on pense la vérité. Mais je ne vais pas élargir trop parce que c'est une histoire très intéressante d'avocats, de systèmes juridiques, etc. Et comment j'étais sauvé finalement pas par un avocat de gauche, mais un mec plutôt d'opinion opposée, mais il était honnête. Alors c'est un deuxième découvert qu'il y a des gens de toutes les opinions, qu'il peut être même pas de mon opinion politique, mais s'il fait bien son travail, j'étais sauvé par lui. Alors, ce film-là commence une trilogie de 3 films. C'est-à-dire, à la fois, il y a un aspect, on peut dire, de définition du territoire, cette maison-là, que je ne vais pas montrer tout le film. Mais après, en 1998, Thierry Garel m'a proposé d'aller revisiter la même maison, c'est-à-dire 18 ans plus tard. Et je partis avec Nourit Aviv et on a filmé un autre chapitre de cette maison. Là, j'ai décidé de rester avec le même protagoniste, mais élargi horizontalement et verticalement, c'est-à-dire d'aller vers les sites archéologiques, de voir l'attachement de celui-là et des autres vis-à-vis de cette ville de Jérusalem, l'attachement des Israéliens, des Juifs, des Palestiniens, l'Islam, et d'élargir, c'est-à-dire de prendre toujours cette nucléus de cette maison, mais élargi. Et ça, c'était fait en 1998. Et après, je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas le temps, mais après 25 ans après la première maison, j'ai retourné à nouveau. Et là, j'ai élargi encore plus. J'ai décidé de regarder les diasporas palestiniens. C'est-à-dire que cet éclatement de ce conflit crée des éclatements de toutes les biographies des gens concernés. Et les Palestiniens, les familles de Mahmoud Dajani, qu'on va lui voir tout à l'heure, appelaient les gens de la famille qui habitent à Amman. Ils se sont dit, Amos Gitaï, c'est quelqu'un un peu fréquentable, vous pouvez le voir, il n'y a pas de risque. Et j'étais allé à Amman et j'ai filmé les familles Dajani aussi à Amman. Et aussi la tante de Dajani, une femme exceptionnelle qui parlait aussi des conditions des femmes. Et malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui. Et j'ai revenu voir les tailleurs de pierre que vous avez vus tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre extrait. 25 ans plus tard.
تفضلوا. لأن أنا دشرت هون في سنة 50 تزوجت، ودشرت خليت أبوي هنا وأخوتي. أنا طلعت فوق وهم ظلوا هون. لأن بكت العيلة كبيرة وبكينا متقسمين كل واحد في محل فاضية. هذه بستنى في أخوي تيجي يسكن فيها من عمان. شو نسوي؟ الحين فيش حدا هون بيجي عليها غير أنا. بفتحها وبقعد فيها ساعتين زمان بعد أطلع بطيح بفر في الأرض، لأن الجبل هذا كله عنا. شفت لما دخلنا البوابة اللي فيها الجنزير، هذا الدور اللي على جنب هذا لابني. كل الجبل هذا تحت هيد كمان لحد وسط الواد هذا هنا إنا الشجر. الحين بنمشي فيه وبتشوفوه يعني. إذا بتطيحوا على العين يعني. إذا بدهم يطيحوا على العين اللي قال عنها الأخ، بطيح بوريك إياها. وبنطلع طريق ثانية أقرب على الشارع تبع السيارات. بعد 67 رحت على هناك. بذكر أبوي كان مطعم خروب كويس يعني. الكرن تبعه هيد، وبعدين لما تكسمه بيطلع منه سكر. كنت بدي أروح عليها. لما رحت هناك هذه الأرض كانت كلها عنب وتفاح. حين ما رحت عليها لهم زارعينها صنوبر. إسرائيل زرعتها صنوبر، بس الشوك اللي فيها كنت راكب على حمار، والحمار كبير كان أعلى مني الشوك يعني. وحاولت كل جهدي ووصلت الخروبة هذه، لقيت كل اللي عليها نازل وماكلاتها الوحوش، ما لقيتش عليها ولا واحد هيك. بعدين درت على الأرض يعني على الحدود تبع الأرض، الحدود زي ما هي. في إن شكفة كمان غير هذا اللي فيها الخروبة تحت في الواد، نزلت عليها طايح من هناك بقى دماس اللي هو البيوب هذا اللي بقى ينزل من القدس من هون. في دالية بذكرها، دالية يعني عنبة سمرة كانت على حفة الواد، طالعة شجرة لوز عندها، لوز من اللي باخذنا الطيور من الشجر. والشجرة هذه طالعة من الطرف الواد من هون، طالعة على اللوزة فوق. شفت عليها خصلة عنب، قطف عنب صغير هالكد. طلعت عليها عن اللوزة فوق تن وصلتها وحطيتها في جيبتي وجبتها لأبوي. قلت له خذ يابا هذا من تعبك كله. من سنة 48 ل 67 خذ ذوك الثمر تبعك، التعب تبعك. صار عيا، صار يبكي. شو بدنا؟ الحمد لله رب العالمين. احنا يا الشعب الفلسطيني كثير فينا تدمر، يعني اللي بكى له أرض وعايش منها وراحت أكل خرا، وإحنا ناس منها. يعني الأرض تبع أبويا أكثرها كلها راحت، وإحنا الحين الحمد لله رب العالمين
هينا عايشين أحسن من بلاش. يعني ناقص علينا بس نمد إيدينا هيد للناس نشحت. شو نسوي يعني؟ يعني بالنسبة إلي أنا إلي 3 سنين 4 سنين لا شغل ولا عمل ولا واحد. يعني لما بدي أشحد من الأولاد، هذا ابني عنده حوالي 11 نفر وبحكيش أنا وياه ليش المرة تبعها غريبة. الولد هذاك الثاني عنده 5 6 نفار ويوم بيشتغل 10 لا، وفي ولد ثاني الأخري عنده 6 7 نفار. والحمد لله رب العالمين أنجك. يعني بجوز يكفوا بعضهم بجوز ما يكفوش بعضهم. وانت عارفين يعني اليوم المصروف مش زي قبل بكينا ناكل عدس، بكينا ناكل خبز شعير، بكينا ناكل خبز ذرة. لو صح للواحد صحن سلطة بقى يمشي. بس اليوم بدنا ثلاجة، بدنا فريزر، بدنا كهرباء، بدنا مية، بدنا ناكل، بدنا نشرب. الحمد لله رب العالمين هينا عايشين أحسن من بلاش. شو نسوي يعني؟ لا مش مضايقة ولا إشي. بدك تحب أشلحها وتصورني ها؟ ولا إشي يعني. يعني بتحب أخرى بدون عبارة ها؟ شايف؟ على الطبيعة. خذ حق. هذه الطبيعة اللي بكيت لما صورنا الأخ بس ناقصة الطاقية. شايفتي؟ والحوايج اللي بكين علي أوسخ شوية، لأن الفيبر اللي بكيت أنا أقطع فيه الحجار بقى وجهي أبيض من العجة تبعت الحجار. وإن شاء الله بنشوفها أجت الصورة. Alors, c'est-à-dire, si on creuse, et ça c'est vraiment le grand avantage des cinémas documentaires sur les films de fiction, qu'on peut, dans ce cas, revenir, revoir, dans distance d'un quart de siècle, plusieurs fois, le même site. Cette série de fragments humains nous raconte l'histoire de cette terre à travers d'une grande époque, et c'est vraiment l'avantage des cinémas documentaires sur un film de fiction. Cinéma de fiction, on peut faire veiller les gens par des coups de maquillage et de coiffure, mais ce changement de discours est intéressant. Et aussi, je trouve que la capacité des tailleurs de pierre de décrire son histoire, la façon poétique qu'il nous raconte, c'est une des raisons de censure de film. Pas seulement les choses qu'il dit, mais la façon qu'il exprime. Parce que ça a attaqué en direct, dans l'époque de la censure de premiers films, les perceptions des Israéliens d'eux-mêmes, qu'ils sont sophistiqués, comme on dit, high-tech nation, pays très haute technologie, très sophistiqué. Les Palestiniens, c'est des primitifs. Il ne peut pas exprimer, mais non. Si vous voyez tous les films, lui, il exprime d'une façon beaucoup plus riche, poétique, cultivée, sophistiquée que le grand professeur d'économie, qui était d'ailleurs gouverneur de Banque d'Israël, que son nom apparaît sur les monnaies israéliennes, etc. C'est-à-dire, le langage, les langues et la façon qu'on utilise étaient utilisées d'une façon beaucoup plus élaborée et sophistiquée par les tailleurs de pierre. Alors, d'une façon souterraine et subversive, ça attaque les perceptions de nous-mêmes, qu'on est une nation très cultivée, très sophistiquée, avec une grande histoire, avec de bonnes littératures, de bons écrivains. Non. Un tailleur de pierre, il exprime, il compare le discours de Jésus et le discours de Eye for an Eye comme deux conceptions opposées de la mémoire, d'une façon beaucoup plus poétique, beaucoup plus, on peut dire même efficace. Et cette efficacité crée une menace pour un régime qui veut une perception simpliste de l'histoire que nous, dans un sens ethnocentrique, nous et notre histoire. C'est vrai qu'on a une histoire très impressionnante et très riche, et avec beaucoup de leçons à apprendre, comme je vous avais montré l'autre jour
le court-métrage de Book of Amos, c'est des textes qui vont rester dans l'histoire humaine, qui sont contribués. Mais on n'est pas seul. Il y a les autres. Et il faut rendre compte, et le cinéma, il peut nous faire conscients de l'existence de l'autre. Et de toute façon, et on va parler de ça dans les conférences qu'on va faire sur Rabin, et il n'y a pas la paix si l'autre n'existe pas. La paix, ce n'est pas une affaire unilatérale, c'est une affaire qu'il faut reconnaître l'autre. On n'est pas obligé d'être dupe de toutes les choses qu'il demande, mais il faut le reconnaître, il faut dialoguer. Il faut que le cinéma lui montre d'une façon pas caricaturale, mais il lui donne l'espace, il lui donne le temps d'exprimer, d'articuler, de bouger dans l'espace. Il y a aussi les chorégraphies corporelles, la beauté des gestes de cet ouvrier qui attaque d'une façon efficace et nécessaire les préconcessions racistes. Et je dis ça pas strictement au conflit israélo-palestinien, je dis ça au rapport que nous, ici, à Europe, ça devient une convention de faire une description de l'autre des migrants qui sont un peu des produits, toutes les grandes vagues d'immigration actuelles vers l'Europe, il a un produit de guerre en bonne partie initié par l'Europe, et qui a produit des souffrances. Alors il faut que le cinéma ne fait pas une image caricaturale de l'autre, sans faire d'angélisme non plus d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer un autre extrait, comme malheureusement aujourd'hui, je vais vous montrer plus d'extraits que de paroles. Et là, dans cette maison, on est toujours dans cette maison, on est toujours en 2005, c'est-à-dire 25 ans après, et j'étais allé filmer les résidences actuelles de cette maison, et j'ai tombé sur une femme charmante, c'était 2005, Claire, qui va nous raconter sa propre histoire. Je vous rappelle que l'idée de ce projet de House, il est de juxtaposer des fragments biographiques de gens d'origine différente et d'une façon qui respecte leur parcours. Je sais, si vous voulez que j'en parle de ce médecin qui était malheureux de voir sa maison, la maison de son enfance, habitée par d'autres, et aussi qui a passé à un autre état. Il faut dire les choses comme elles sont. Et moi, je pense que j'aurais aimé qu'il sonne à ma porte et qu'il me dise, écoutez, et je lui aurais dit, je suis désolée, mais c'est pas moi qui ai fait l'histoire. Je veux pas la défaire non plus. C'est surtout ça, je ne l'ai pas faite, mais je ne veux pas la défaire. Je voudrais peut-être corriger. Ceci dit, quand je vais en Turquie, je pleure parce que je vais voir la maison où je suis née et je me dis, ben, je ne peux même pas... C'est fini. Bon, c'est pour tout le monde, moi, c'est pas l'histoire. C'est un peu l'histoire quand même, puisque nous étions une minorité. Et que peut-être si nous n'étions pas minoritaires, nous aurions moins facilement quitté, je ne sais pas. C'est moins tragique que pour ce médecin. C'est évidemment moins tragique. Je ne suis pas responsable de l'histoire, parce que c'est comme dire, les Arabes ne sont pas responsables de la Shoah, c'est vrai. Mais bon, l'histoire s'est faite comme ça. Je ne sais pas si elle aurait pu se faire autrement. Je ne sais pas. Mais je serais contente si on faisait connaissance, voilà.
זה כמו בכל משפחה. לכולם יש שורשים קצת מוזרים. רואים את איה סופיה, את סנט סופי. וזה אימא ובני דודים, זה עוד פעם הסבתא עם ילדים. אז תמונות רגילות של משפחה. אחרת אני לא יודעת, יש לי תמונות מהסבא, אני לא יודעת מה הוא היה, משהו כמו אלוף, משהו כזה. כהתחלה, כשהוא היה צעיר, וזה משהו יפה מאוד שהוא אפילו לא שינה את השם שלו, קראו לו מויז בי ברזילי, אז הוא לא היה צריך, באימפריה העות'מאנית היה מותר לחיות מוסלמי או יהודי או נוצרי או מה שלא, כל אחד מה שהוא רצה. או חילוני, כי סבא שלי היה חילוני מוחלט וכל המשפחה של אמא שלי, במיוחד אבא שלה. וזו תמונה שאני אוהבת, זה אבא של אמא שלי, סבא שלי שהיה בצרפת כסטודנט לרפואה. אפשר לראות מהשמות משהו כמו 20 סטודנטים, יש 2 שצרפתיים, כל היתר זרים. זה עוד פעם מראה את קהילה יהודית, זה חתונה של ההורים של בעלי בבית כנסת שעדיין קיים בבלט, אז על קורן דור. זאת הייתה השכונה היהודית העיקרית באיסטנבול. אבל עכשיו אני לא חושבת שנשארו יהודים שם, ואני אף פעם לא ראיתי את בית הכנסת הזה, כי כילדה לא הלכנו לבית כנסת, היינו חילונים, וכשאני חזרתי עם געגועים, בית הכנסת סגור בגלל הפיגועים, אז ככה זה. Je crois que la laïcité, c'était la chose la plus précieuse que la Turquie nous ait donnée. Et il y a eu, par exemple, quand, je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 17 ans, il y a eu le fameux 6 septembre où les Grecs ont été... la nuit, on a envahi les boutiques des Grecs, cassé les vitrines, ils ont eu très peur, et après ça, les Grecs, c'était au moment des affaires de Chypre, c'était pas drôle. Mais en Turquie, moi je sais qu'on est très très reconnaissant envers la Turquie, parce que les pogroms qu'il y a eu en Europe, au moment où tout le monde disait oui, les Turcs, les barchiches, enfin bon, le désordre, pendant ce temps, il y avait des massacres. En Turquie, il n'y en avait pas. Alors je pense que c'est quelque chose, et c'est un pays musulman. Alors quand on commence à dire l'islam, les musulmans, c'est pas vrai. C'est absolument, ça ne tient pas debout. Ça, nous le savons parce que personne ne se préoccupait de savoir si je m'appelais Claire ou si je m'appelais Fatma. Simplement, j'étais là-bas par droit de naissance parce que j'étais là. Et on n'a jamais senti... Du moins, nous, je ne peux pas dire si le monde entier, mais nous, il n'y avait pas de problème parce qu'on était musulmans, parce qu'on était juifs ou parce qu'on était chrétiens. J'allais, petite fille, j'allais voir des mariages à l'église orthodoxe avec une dame qui s'occupait de nous parce qu'elle était grecque et que je trouvais que c'était très pittoresque. On visitait les mosquées, c'était un enchantement. J'ai un oncle, enfin j'avais un oncle allemand qui était horloger et qui était chargé d'entretenir les horloges de toutes les mosquées, des palais, enfin. C'était une vieille dynastie d'horlogers qui venait d'Allemagne. Et il nous emmenait, nous étions petites filles, mes cousines et moi, il nous emmenait dans, je sais pas, dans le Mabarché, dans les mosquées. On est allé à la fin du Ramadan, il y a cette fête qui s'appelle la fête du sucre en turc. C'est le dernier soir, les gens apportent à manger, et nous étions à la mosquée, je crois même pas qu'on avait la tête couverte. On était dans une galerie, on regardait les gens qui priaient, qui parlaient. Tout ça était si normal que on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que nos enfants n'aient pas la même liberté, le même sentiment de fraternité avec tout le monde. Ça, je pense, c'est la Turquie.
Pourquoi on l'a quitté? Parce que nos enfants n'arrêtent pas de nous reprocher d'être partis de là-bas. Parce qu'en Turquie, il y avait la mer à Istanbul. On avait 4 mois de vacances, 3 mois et demi de vacances au bord de la mer. Nager, c'était comme marcher. Les enfants commençaient pratiquement avant de naître. Et on était dans l'eau et on était... le paysage est tellement beau. La nature est si belle. Puis il y a une chose formidable à Istanbul, c'est que vous avez les églises byzantines, vous avez les mosquées, et puis une petite synagogue dans un coin, et puis le bazar, et puis il y a toutes les formes, les murailles byzantines, toutes les formes de civilisation. C'est un peu ce qui nous a plu quand nous sommes arrivés à Jérusalem, c'était de prendre le bus et de changer de pays. On n'avait pas besoin de visa et de passeport et de drapeau pour changer de pays. On avait ici un type d'atmosphère. On arrivait à Porte de Damas, il y avait des gens habillés autrement. Hier encore, je suis passée par... Je rentrais de Ramat Eshkol, et je trouve que c'est encore un bonheur, si on oublie ce qui se passe, de voir des femmes voilées et de voir des juifs à boucles, et je suis contre le voile et contre les boucles, mais de voir qu'ils sont dans la même rue et qu'ils traversent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'une chose pareille peut finir? Je ne sais pas. Alors, biographie. C'est-à-dire, je trouve et je répète qu'il faut montrer les gens dans leur espace, dans leur discours, parce que de toute façon, même si Claire, qui est une femme intelligente, agréable, charmante, etc., elle est inscrite dans cette situation impossible, malgré qu'elle est complètement adorable. C'est-à-dire qu'il y a un aspect matériel, si on fait référence aux choses qu'on a dit sur Karl Marx, il y a un aspect matériel d'existence qui est inévitable, qui est même tragique, parce que même les gens adorables, intelligents, sophistiqués, charmants, etc., ils sont captés, ils sont prisonniers, ils sont dans cette situation d'être occupants. Et si Israël ne va pas arriver de trouver un modus vivendi, mais ces gens-là, que je suis sûr qu'ils sont modérés, ils ne sont pas racistes, ils n'adhèrent même pas à l'idéologie actuelle, ils sont dans leurs contradictions. Alors, pour terminer avec House, parce que je crois qu'on n'a pas énormément de temps et j'ai envie de vous montrer aussi un morceau d'ananas, on va revenir au dernier extrait, que le médecin Mahmoud Dajani, qui était le propriétaire de la maison jusqu'en 1948, qui est parti en 1948, mais pour vous montrer vraiment le potentiel et la puissance d'un film documentaire, le film documentaire par cet respect des contradictions, par montrer les uns et les autres, et même dans les choses que je vous montrais, qui étaient le film Ananas que je vous montrais tout à l'heure, pour partager avec vous, les spectatrices et les spectateurs, cette réflexion, il faut qu'il y ait le temps. Et le temps, dans tous les domaines artistiques, cinéma, théâtre et même littérature, il est essentiel. C'est-à-dire la compression de temps fait par un montage 10 ans efficace élimine cette option d'être des gens qui réfléchissent pendant qu'on regarde. Parce que l'expérience qu'on partage ensemble, on regarde ce fragment qui nous fait réfléchir en même temps. C'est-à-dire qu'il nous donne l'espace de réflexion et d'être pas consommateur de cinéma, mais être interprète, les gens qui engagent, qui veulent apporter une opinion pendant qu'on regarde, qu'on on peut adhérer à un certain point de vue, on peut être opposé, mais tout ça avec le grand projet dans les superstructures, de respecter les uns et les autres, même celui-là qu'on est 100% d'accord, celui-là qu'on est hostile,
Mais avec ça, on a une idée plus complète de positions différentes. Alors, pour finir House, je vais vous montrer un extrait de Mahmoud Dajani. Alors, c'est de très grandes familles Dajani. Ils sont des propriétés à Jaffa, à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est dans les hiérarchies palestiniennes, il y a les grandes familles Husseini, qui sont les familles politiques, qui même Yasser Arafat arrive de cette origine. Il y a des familles Dajani qui sont des musulmans laïcs, des professions libérales, d'avocats, de médecins. Et la famille Dajani, qui est vraiment le centre de cette trilogie. Et Marius Shatner, le vrai problème de recherche pour le film d'origine, c'était un vrai travail énorme, parce que comme on a essayé de chercher toutes les biographies des gens de cette maison de Jérusalem, on a ouvert simplement les livres de téléphone, il y avait 700 Dajani. Et il y avait pas mal de Mahmoud Dajani. Et il fallait trouver le bon Mahmoud Dajani qui était vraiment propriétaire de cette maison. Et vraiment, je trouve que c'est un coup de chance qu'on a eu tout le monde et tout le monde a accepté de participer. Et ça, c'est cet microcosme à la fois de cette maison, mais aussi vertical, parce que 25 ans, un quart de siècle, qui suivent strictement cette maison, pour être un peu fidèle à la projet de Bauhaus, qu'on va parler aussi un autre jour. God is in the details. Dieu il est dans les détails, c'est-à-dire comment il faut regarder des détails, des microcosmes. Et cette série de détails nous raconte des choses beaucoup plus grandes, devient une métaphore littéraire. Alors, on va voir Mahmoud Dajani, et après, on va passer à Ananas. Oui. Yes, that's right. Go up. Yes, of course. You see these three houses, now you go to the left. Now, stop here. 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 Here is the old house where I was brought up. This is the house. The next one is for my brother. Now you see the land, here is the door, and there is the 3 rooms down for my donkey. I used to put my donkey in one of them. Now, this is all new. This is all new. It was all here almond trees. We used to play here and pick the trees. Here there must have been a small cistern to collect rainwater. But this is Kamil Khalil's house. There is an addition now. It wasn't so before. It was only till that place. Now there is the new addition. It was 1 room, 2 rooms, 4 rooms only. Sorry. It was 4 rooms only. Because when we came here, it was built, you see. We came in the 1980, yes, must be 1917 or 18. Because I remember, as I told you, when they began to bombard Jerusalem,
we had to run away from here through Jerusalem. You know where the windmill is? The windmill is the road to Old Jerusalem used to be in that direction. So we ran away with as little things as we could carry from our houses. And we went to the old city where I was born, next to the Wailing Wall. But then you came back here. Then when Allenby came, I remember when he entered Jerusalem, I was a little boy, and I went and attended his coming at the Jaffa Gate. And then, of course, we came back to our old house. We were 9 boys, 9 boys, no girls. Absolutely changed, you see. Here were 2 rooms. There was a hall here, and the kitchen somewhere here. Absolutely changed. Alors, le statut de cette maison, que ça reste une propriété des choses qui étaient appelées par les lois un peu dans le sens Kafka, des propriétés de absentees. Et les choses les plus importantes qu'Edward Said, d'ailleurs, il parle. Edward Said, que sa maison était pas très loin de celle-là. Il s'appelle de absent present, c'est-à-dire il y avait une loi qui était faite en 1949 qui parlait des Palestiniens qui étaient absents de leur maison dans une date particulière, mais ils ont été présents dans les territoires. Alors quand même, ils n'ont pas eu le droit de récupérer cette maison et la famille de Gianni n'a jamais eu le droit de reprendre sa maison. En plus, jusqu'en 1977, c'est-à-dire le passage de pouvoir entre les travaillistes et la droite, jusqu'à ce moment-là, le gouvernement travailliste, ils ont loué la maison pour attendre que peut-être un jour il va y avoir un accord de paix. Mais Menachem Begin, elle a changé le statut et ils ont commencé de vendre la maison. Alors, maintenant, la situation est irréversible. Mais pas seulement la question de propriété, mais effectivement, la question de la mémoire, d'attachement aux mêmes terres. C'est le sujet d'un petit court-métrage que j'ai fait, si on a le temps, en des futurs, qui s'appelle A Letter to a Friend in Gaza, une lettre à mon ami de Gaza, qui était présenté récemment au Festival de Venise, qui me fait une sorte de petite paraphrase au texte d'Albert Camus de 1943, comme il écrit son célèbre texte « Une lettre à mon ami allemand ». Et cette question continuait de me préoccuper. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps et j'ai envie de vous montrer... alors, après House, pour faire les choses pires, j'ai fait avec Nourit Aviv, le premier film qu'on a fait avec Nourit, qui s'appelle Journal de campagne, qui va être le sujet de la semaine prochaine, dans laquelle j'étais allé filmer. Chaque jour, on est parti à Cisjordanie pour filmer en 1982 la colonisation de Cisjordanie.
Et comme dans le hasard ou les chances, on a eu une idée que cette chose va arriver, va amener vers un conflit. Alors, la guerre des Liban de 1982 commençait, et moi tout seul, parce qu'ils ne sont pas laissés nourrir rentrer, j'ai filmé aussi à Beyrouth la guerre le camp de réfugiés dans la guerre des Liban de 1982. Alors, House 80, Wadi, qui va être le sujet aussi la semaine prochaine, qui est plutôt une histoire d'amour entre une femme juive, Myriam, et son ami palestinien, Skandar, qui va être aussi le sujet, que c'est aussi une trilogie, une autre trilogie. C'est-à-dire, il y a House, trilogie verticale 80, 98, 2005, Wadi, que j'ai filmé 3 fois, qui part de ma ville natale, Haïfa, et des rapports de coexistence dans cette ville, et qui est toujours le cas de cette ville, qui était fait à peu près à la même époque, et Journal de campagne. L'idée était, que c'est dans le titre du film aussi, que le conflit existe dans House, Wadi, le mot arabe des vallées, et Journal de campagne, en anglais Field Diary, c'est-à-dire le conflit dans le territoire, il est dans la maison, dans la vallée, dans un champ. Et chaque film, alors il y a une trilogie de ces 3 films, House, Wadi, Journal de campagne, mais House et Wadi donnaient des naissances aux enfants et aux petits-enfants dans le décalage de 10 ans et même 25 ans. Et ce grand projet documentaire qui a pris un quart de siècle, il dessine comment on peut regarder les détails les discours et les biographies, les juxtapositions de fragments de biographie d'un quart de siècle, qui est quand même un morceau de temps considérable, et avec cette regard d'un quart de siècle, il y a un téléphone qui sonne. Alors, dans cette quart de siècle, on peut décrire les séries de rapports humains, etc. Alors, après Journal de campagne, les gouvernements au pouvoir, ils ont compris qu'est-ce que cet oiseau Amos Gitaï veut nous dire. J'étais interdit carrément de rentrer même dans le building de la télé israélienne. Le mec de sécurité, il a dit que je n'ai pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Il y avait une seule télé. Ils m'ont dit de façon très claire que je n'ai rien à chercher là-bas. Et avec Rivka, avec Keren, qui était un bébé d'1 mois, on était invités de montrer quelques films à la Cinémathèque française. Il y avait un très bel texte de Serge Danet sur un des films. Et ce moment-là, qui était supposé d'être 1 mois, il a duré 7 ans. Alors, comme je n'ai pas eu de travail dans cette époque, mais il y a toujours des gens bien, il n'y a pas seulement des méchants. Alors, j'avais un copain à la télévision d'Angleterre, Channel 4, qui m'a dit « Amos, laisse un peu tranquille ton pays de naissance, Israël, et parle d'autre chose. » Je dis « Pourquoi pas ?» Mais je lui dis « Alain, ça s'appelait Alain Fontaine. » Mais qu'est-ce que... avec un autre homme qui était le premier critique important anglais qui a écrit sur mes films, Paul Willeman, qui a édité aussi avec tous les livres du British Film Institute, et que le British Film Institute, c'était le premier qui commençait à collectionner mes films. C'est quelques années avant le Brexit, alors ça va. Alors, Alain Fontaine, adorable, il m'a dit « Fais un film sur le tiers-monde. » Et j'ai dit « Mais le tiers-monde, c'est énorme, je ne peux pas faire un film sur le tiers-monde. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas faire un film sur le tiers-monde. » Alors, quelques mois plus tard, je ouvre le frigo de la maison et je vois une boîte d'ananas, et je regarde très bien, et c'est écrit « Dole Pineapple », Dole, et The Visual of Castle and Cook, et c'est écrit « Produced in the Philippines, packaged in Honolulu, distributed in San Francisco. »
Et après, je gratte l'étiquette et c'est écrit « Printed in Japan ». Alors, c'est pour ça aujourd'hui je commençais avec House. Alors, j'avais déjà l'idée qu'effectivement, il faut prendre des fois un petit objet, une maison, et pourquoi pas une boîte d'ananas, et lier les séries de biographies des gens associés avec celui-là. On parle de 1983, c'est longtemps avant qu'on parle de mondialisation, de questions d'écologie, etc. Et avec une toute petite équipe, Nourit Aviv, son assistant Richard Pison, et Rivka, qui était déjà enceinte, mais elle était inquiète que je parte tout seul d'un pays dangereux. Elle m'a dit « je viens quand même ». Et mon ami Kevin Gallagher, un Irish-American adorable, qui a fait aussi le son, on part à cette recherche d'histoire liée à cette boîte d'ananas. Et là, je découvre qu'effectivement, et là, je reviens au speech que j'ai fait la semaine précédente, c'est-à-dire que toutes ces études à Berkeley, avec le cher Paul Feyerabend Against Method, c'est-à-dire la pensée anarchiste pour poser des questions scientifiques, Galilée, etc. Le Frankfurt School sur les places des médias, le dernier Leventhal, Walter Benjamin sur les reproduction, et Gershom Scholem Wagman derrière l'histoire juive, toujours. Et Alain Dejanvry, qui est un économiste français, stationné à Berkeley, qui fait des séries de conférences géniales sur l'économie des tiers-monde, sur les multinationales, et sur la façon que les multinationales, pour éviter de payer correctement des ouvriers, bougent d'un territoire à un autre pour exploiter un autre territoire, pour qu'il n'y ait pas de syndicats, qu'il n'y ait pas de salaires raisonnables aux ouvriers, et on commence de faire ananas. Et aussi le fait que chaque territoire de conquête de cette multinationale est transformé comme un site touristique. Maintenant, il y a une autre occupation, c'est-à-dire les populations indigènes converties hors des ouvriers pour prendre l'ananas, ou pour des sites touristiques, encore pour les gens qui arrivent d'Occident, etc., qui prennent plaisir de cette touristique. Alors, il y a des séries de sujets extrêmement fascinants qui sont ouverts. Et je vais vous montrer des extraits, etc., qui vont nous laisser aussi des choses à discuter dans l'avenir. Mais j'ai envie quand même de montrer un extrait légèrement plus long, parce que je crois que ça montre toute cette série de thématiques qu'on va développer les semaines après. Ananas, et ça commence par un grand agronome américain qui nous explique l'histoire d'ananas. Okay. You want me to do that now? To show you what is generally happening with the tropical fruit business, I show you now a portrait of some of the fresh tropical products that are now in the market, to include bananas, which is the #1 seller of all tropical fruits. As a matter of fact, the consumption of this product in the United States is about 20 pounds per capita. It might surprise you to know that in Japan, in places, it's 40 pounds per capita, which, if you do the calculation, means that the Japanese are eating a lot of bananas. In addition to bananas now, pineapple has become a significant tropical fruit, and to a lesser degree, papayas have come into the market as well. In 1972, the per capita consumption of this fruit in the United States was 1/2 of 1 pound. Today, it is 1.6, and this 300% increase occurred over the period of 10 years. Today I want to talk a little about pineapple, and particularly how it originated and how it's come to be grown and marketed throughout the world
primarily during this century. Pineapple is the only plant belonging to the Bromeliaceae which is cultivated. And because of that, it is unique in many of its growing characteristics, and I shall try to point out a few of those as we go along in this discussion. First of all, let's talk about its origin, which is not altogether certain, but generally speaking, it is believed that the pineapple group of plants originated somewhere in the area adjoining Colombia and Brazil, perhaps on the Orinoco River. In any case, we do know from history that Columbus, in his second voyage in 1494, came ashore on the island of Guadeloupe in the Caribbean and for the first time discovered this crop for the European world. So that within 100 years after Columbus's discovery, pineapple was growing in the southern part of Africa and Australia and in many other parts of the world where the Portuguese, Spanish, and English explorers touched ground. However, it was not until pineapple came to Hawaii, here in the middle of the Pacific, that it began to become a major world crop. The happy circumstance of having ideal growing conditions in Hawaii with volcanic soils and an almost ideal climate, to which can be added the fact that Hawaii was to become a part of the United States and thus accessible to this major market, was the beginning of pineapple as a commercial crop. By the early 1900s, Mr. James Dole, for whom the Dole Pineapple Company is named and which is the major pineapple company in the world today, developed the methods for processing, canning pineapple, and in Hawaii made that into a major industry. He had initially planned to ship fresh pineapple to the west coast of the United States, but with the sailing vessels of those days and with no refrigeration, his first few attempts to ship fresh fruit were failures, and it was almost in desperation that he I'm happy developed the that canning process. I was given the name Sanford Dole because I think it makes a good stage name. If I'm going to be in the public eye, I'm glad that I have a name which is suitable, not John Smith or something. So, and I like to eat pineapples. Because it tastes good. As I say, I wish I were heir to the fortune, but I'm not. I'm just another Joe Average on the street. You still have the same taste, so, because you still like pineapple. Well, perhaps. Most people like pineapple these days. You don't have to be a Dole in order to like pineapple. Right. Exactly. And I'm sure that's what Dole Pineapple wants to hear. But it's not embarrassing to see your name in a supermarket shelf. No, it's just fun. It's kind of, it's neat to see, you know, oh, look, there's my name, you know. I have had to bear the brunt of jokes all my life, though, about it, and people refer to me as a pineapple and that sort of thing, and or as a banana. These days, you know, the sticker that's like this that goes on bananas, you know, I get given those periodically, and, you know, stuck on my forehead, you know, you're a Dole banana sort of thing. But it's mostly just fun. It's not embarrassing in any way. I don't see why it would be. It's even a Dole pineapple. Great, great. Wonderful. The Dole pineapple. Marvelous. Oh, thank you. Oh, it smells good. Pineapples are wonderful. It's always been interesting, actually, knowing that there is that family
thing there in the you know, a name and seeing Dole pineapple, having eaten it all my life. Of course, Castle and Cooke bought out the Hawaiian Pineapple Company, which is what it was originally called. Yeah, this is interesting seeing this. I understand that he didn't want to have his name associated with it at all, and it was called the Hawaiian Pineapple Company. Later, when Castle and Cooke bought it out, they changed the name and paid him for the rights to use his name. Yes, so with these little spines all it's over them. been interesting, but unfortunately, I'm not an heir I love to the any top of the fortune. too. It's very something I'm sorry about to say, I wish I were. It's very noble, having a crown on top. Anyway, I can tell you a little bit about James Dole, who was the founder of the Pineapple Company. He was a student at Harvard in chemistry and graduated in 1899. And then he went to visit my great uncle, Sanford Dole, in Hawaii, who was then president at that time. And being a chemist, was fascinated by the idea of canning pineapple and sending it to the mainland. So he started very small in his own shop and experimented with canning. He had cans and he soldered individually the lids of each can. Thank you for coming. The next stop will be the Hawaiian Village over the bridge. Have a nice day. Thank you for letting us come to your church. It was very, very nice, and we thank you. Appreciate it. It's indeed a privilege. Thank you, sir. So wonderful having you. All the way from Florida. That's just like here at home. Thank you, Wonderful sir. church and a beautiful service. Thank you. Just the flag? I'd be glad to. This is Akaka, and my voice is bad, so she will tell you what all of you. Like to go inside? 1778 is a crucial date because the islands were visited by people from Britain, from Great Britain, Captain James Cook, and from that time the life here began to change. The old ways began to be destroyed. Old beliefs and old ways of living. But for instance, the name of Amos Cook is on the church. Yeah. Also, his name is on the pineapple boxes, which changed the face of the Hawaiian earth. What is the connection? But Amos Cook was a missionary, and the support of the missionaries was very meager. So Cook and Castle
formed a store, and the store is right back here. And now, today, this is a big company, multinational, called Castle and Cook. But in the capitalist way, it's buy and sell. Yeah. The old Hawaiians had no buy and sell. It was share. Yeah. And many people today say, oh, the Hawaiians are foolish, they give away their land. You know. But that's not completely true. Some Hawaiians have done that. But many Hawaiians have learned the Western way. And they hold on to their land, or if they do anything with it, they sell it. I was born 1918. My sister was born 1920. September, and I was born June 21. You were born here? No, Philippine Islands. Sorry? I was born in Philippine Islands, and my sister too. And so when you came Because my father came 1924. You came there to Hawaii? Yeah. And I was born 1918. I'm the first baby. My grandmother took care of me. And you're still single? Future, you're still single, never married? What? You're still single? Yeah, still single. 16, never been kissed yet. Your sister said she's still single because she only has one job to do. You too. Yeah, once we get her one job steady. No go around. Yeah. Why did your parents come to Hawaii? Huh? Why did your parents come to Hawaii? My parents came to Hawaii 1924. Why? Why didn't they stay home? Immigration. The immigrants. Yeah. Why they come over here? To work. Do what job over there? Get my papa has a field, a coconut. Go better over here. Coconut. Where is coconut? Yeah, they like here over here because they no go home. Only my sister and me went home 1946. For a visit just after the war. Mom, by retire, you go home. I don't think so. You don't think so? You like it here? Not very good yet in PI now. Why? Huh? Why? Oh, martial law. Whatever you get, they take them. If you no give them, cut your neck. Yeah, that's right, you know. So did your father work pineapple too? Huh? Your father worked pineapple too? No, sugar plantation. Sugar plantation. He was pensioned over there, sugar plantation. And he passed away last April 14. And the plantation, they want him to put it in the Puiki graveyard, or the plantation graveyard. But we big and big, but finally they give us one puka for Papa. Right. Yeah, free. But the Baisa, the one running the office, he said you have to pay $50 for the puka. And this corpus, the union man, says no, because that's not buried by DSS. They bury it by their own money. Which part of Hawaii do you like most? I like Oahu. Because I have not been someplace. Only I've been Oahu. And no sense go any place. The same thing, you have to look for a job. Start again. Now I have to spread. I don't have to plant. First you spread, and then you plant, and then you spread again. Yeah, because if I spread all in one time, I cannot keep up. Because
Once you throw pile up, and then one line, oh, fill up. In Hawaii, in agriculture, there was little labor to do the work. We first went to China and brought Chinese in as laborers. Secondly, we went to Europe and brought in Portuguese. We brought in Puerto Ricans from Puerto Rico. We brought in the Japanese from Japan. And in the early 1920s, we brought the Filipinos in from the Philippines. Bon, on ne va pas voir tout le film. Vous comprenez qu'il faut montrer les séries d'extraits parce que là, je vais dire quelque chose et après il faut qu'on termine. Alors, la question, c'est vraiment comment on peut lier des séries de biographies à travers des maisons de boîtes d'ananas. Et après, il y a toujours la question des sons. Alors, ces sons-là, qui sont vernaculaires des Philippines, qui va être le chapitre après. Peut-être la semaine prochaine, je peux vous montrer un autre extrait, parce qu'après, on a voyagé en Philippines, qui était une histoire très dangereuse, parce que c'était l'époque qu'il y avait les lois martiales du colonel Marcos. Alors, tout l'accès aux plantations dans cette île de Mindanao était interdit. Il y avait même un photographe hollandais qui apparemment a été tué avant que nous n'arrivions. Mais c'est tout un autre sujet, c'est-à-dire les stratégies dans lesquelles le cinéaste documentaire il va faire son travail. C'est-à-dire comment on arrive de dévoiler couche après couche, comme un site archéologique, l'histoire de la maison, comment on fait adhérer tous les participants pour nous donner une idée d'ensemble et comment on arrive de pénétrer au ventre de cette multinationale très puissante, de multimilliardaires d'économie, d'agroéconomie américaine. Et c'est vraiment une question que j'ai envie de partager un jour avec mes collègues documentaristes, parce que je trouve que ça nous a pris beaucoup de temps de réfléchir comment on peut rentrer dans cette société. Alors au début, j'étais allé, et je vais terminer avec ça, parce qu'avant qu'on a choisi Dole, on a choisi une autre compagnie qui s'appelle Del Monte, c'est des plus grandes multinationales mondiales de fruits, c'est-à-dire on s'appelle en Amérique latine les Banana Republic, pas par hasard, c'est des économies de bananes contrôlées par cette multinationale. J'étais allé à New York pour raconter les personnes qui occupaient de Del Monte. Il m'a invité dans un restaurant très sophistiqué à New York. Il m'a regardé comme ça en face. Il m'a dit en anglais, « We can be very mean. » On peut être très méchant. Pour expliquer que ce n'est pas la peine qu'on va faire un film sur les multinationales des fruits. Et comment on a réussi, grâce à certaines idées qu'on a eues, quand même, de faire le seul film existant sur Dole. Et d'ailleurs, comment le troisième volet de cette trilogie que j'étais envie de faire sur Marlboro, qui était pour Marlboro, le sujet qui m'a intéressé dans cette époque, c'est comment Philip Morris, c'est-à-dire la compagnie propriétaire de Marlboro, a réussi de transformer cette cigarette qui n'était pas très populaire d'époque avant-guerre en liant à Hollywood, en liant à cette mec avec le bel chapeau, les cowboys dans l'horizon des Grand Canyon avec les petites cigarettes. C'est-à-dire comment on attache un objet de consommation à image et comment on peut pirater toute l'industrie iconographique des westerns américains pour faire la promotion d'une cigarette, d'un produit toxique, mais comment l'image est instrumentalisée et servie. Pour faire l'histoire courte, parce que Gilles Jacob, il m'a proposé de faire un court-métrage pour les 60 ans de
Festival de Cannes, et je lui racontais comment cette film était sabotée par les gens gentils de Philip Morris, parce que j'ai envoyé un rechercheur qui était moins doué que Maurice Shatner sur House. Il était allé à Genève sur le site de Philip Morris, mais à la place qu'il va faire le repérage de Philip Morris, et ils ont fait le repérage, qu'est-ce qu'Amos Gita il va faire? Et je rentrais à Paris, j'ai déjà eu un petit avaloir de France Télévisions. J'étais invité dans le bel bureau du président de France Télévisions, et qui, comme vous savez, Philip Morris finance beaucoup d'événements culturels, et même les cahiers de cinéma et des choses très, très sophistiquées. Et le président de France Télévisions, il m'a dit, Monsieur Guitaille, mais le projet est arrêté. J'ai dit, mais vous savez, j'ai touché des pellicules, j'ai touché un peu d'argent. Il a dit, garde l'argent, mais fais pas le film. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Et comme ma mère, elle m'a dit, il faut toujours garder quelque chose pour la prochaine fois. Alors merci.